Café Réglo aujourd'hui autour de l'emploi des jeunes, différents types d'emplois très encadrés. On va faire un petit décryptage avec vous, Clément Estivier. Bonjour Clément. Bonjour. Vous êtes avocat en droit du travail au sein du cabinet Faro. Vous êtes également chargé d'enseignement à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Alors on va commencer avec vous avec un petit point rapide quand même sur l'aide à l'embauche d'un jeune. On en a beaucoup parlé. Où est-ce qu'on en est actuellement ? Alors malheureusement, l'aide à l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans a pris fin le 31 mai dernier. Donc il est encore fini. temps. Aujourd'hui, c'est fini. Exactement. Pour les embauches qui précèdent le 31 mai dernier, il est encore temps de faire la demande jusqu'au mois de septembre. En revanche, aujourd'hui, une entreprise qui veut embaucher un jeune de moins de 26 ans pourra le faire sans recourir à cette aide. En revanche, on verra que concernant l'aide exceptionnelle pour l'apprentissage, celle-ci, elle est prorogée. Et jusqu'à quand ? Elle est prorogée jusqu'au 31 décembre. Donc, le 31... Donc on a encore quelques mois pour pouvoir en bénéficier. Quel impact ça a sur l'aide exceptionnelle sur l'activité partielle ? Alors c'est une aide qui est proposée aux entreprises à partir dès la première année du contrat d'apprentissage. C'est une aide qui est de 5 000 € pour un mineur ou de 8 000 € pour un majeur, qui est versée chaque mois. Chaque mois ? Chaque mois, pendant la première année, uniquement pendant la première année. Et c'est une aide qui est versée sans véritable condition. C'est pour promouvoir l'apprentissage. Et ça a plutôt bien fonctionné, puisque l'année dernière, on a eu un taux de contrat d'apprentissage qui a augmenté de 40%. Ah oui, c'est assez considérable. Et si on revient vraiment sur les bases, pour travailler en France aujourd'hui, quel âge doit-on avoir au minimum ? Alors au minimum, en principe, il faut être âgé de minimum 16 ans. Donc ça, c'est le principe. Il y a d'autres conditions ? Il faut évidemment l'accord du coup d'un parent pour pouvoir travailler. Ou un responsable légal. Ou d'un responsable légal entre 16 et 18 ans. Il y a des exceptions pour travailler dès 14 ans. Il faut l'accord de l'inspection du travail pour pouvoir travailler. Ça concerne certains types de dérogations bien précis. Et c'est possible uniquement pendant les vacances scolaires, pour la plupart des cas. Est-ce qu'il y a des secteurs où il y a peut-être des différences, où il y a plus de sécurité, donc forcément on n'a pas forcément cet âge de 16 ans ou de 14 ans ? Oui, surtout dans le secteur agricole. On a des dérogations qui sont facilitées, justement pour pouvoir venir en aide, soit aux parents, soit travailler très jeunes dans ce type de secteur. Alors parmi les différents types d'emplois à destination des jeunes, on pense forcément au contrat de travail assez classique, qui est le job étudiant. C'est un contrat de travail qui ressemble à n'importe quel autre contrat de travail ? Exactement, c'est exactement le même type que les autres contrats de travail. Il y a une seule différence en revanche qui est notoire, c'est la dérogation au temps minimal de travail. C'est-à-dire que pour un temps partiel, en principe, on ne peut pas travailler moins de 24 heures. Sauf quelques dérogations sur proposition du salarié. Et parmi ces dérogations figure justement la possibilité pour un étudiant de demander à un employeur de travailler moins de 24 heures pour pouvoir concilier avec des études. Exactement. Donc là, on peut ramener, et il y a une base minimale d'heures, un nombre d'heures minimal. On n'a pas de base minimale. Après, il faut que ça puisse concilier quand même entre... Il faut que l'étudiant puisse s'y retrouver, mais ça peut être un contrat qui fait 5, 10 ou 15 heures. Est-ce que finalement, il n'a pas plus d'ailleurs de flexibilité, ce contrat ? C'est-à-dire que de gré à gré, sous réserve d'avoir un avenant au contrat de travail, de pouvoir augmenter, diminuer les horaires, parce qu'on sait que souvent des étudiants, je pense notamment à ceux qui sont à la fac, ont des emplois du temps qui changent en fonction des semestres. Est-ce que finalement on a un peu plus de flexibilité ? Exactement, c'est un contrat qui est assez plébiscité par les employeurs parce que justement il justifie d'une certaine flexibilité. La difficulté est juste d'articuler ça avec les heures de cours et les éventuels passages en examen. Mais j'ai vu là justement qu'à la rentrée, il allait être proposé un nouveau poste de contrôleur de passe sanitaire qui pourrait très bien être occupé par bon nombre d'étudiants. Il y a aussi le stage. Certainement énormément de jeunes qui cherchent des stages aujourd'hui. N'importe quelle organisation, que ce soit une association, une entreprise, une fondation, une collectivité, peut embaucher un stagiaire ? Alors, que ce soit une association ou une entreprise, tout le monde peut avoir recours au stage, effectivement. À partir du moment où c'est dans l'intérêt de l'étudiant et dans le cadre de son cursus, toutes les organisations, que ce soit associations ou entreprises, peuvent y recourir. Qui peut être stagiaire ? Est-ce qu'il y a là encore un âge
en dessous duquel on ne peut pas prétendre à être stagiaire? Alors on verra que pour le contrat d'apprentissage, c'est le cas. En revanche, pour le stage, il faut être étudiant. C'est la seule condition aujourd'hui pour être stagiaire. Et étudiant dans une école, je pense notamment au stage de 3e qu'on a quasiment tous fait. Là, on est vraiment stagiaire et on a 14-15 ans. Hein. Oui, on est très jeune et c'est un stage de découverte du monde d'une semaine, a priori. Du monde du travail. Et justement, ça prouve bien que c'est un dispositif qui a vocation à s'intégrer, acquérir des compétences et pouvoir demain travailler plus facilement. Qu'est-ce qu'on a comme formalité particulière, hormis la convention tripartite? Est-ce qu'il y a d'autres choses à vérifier avant de se lancer dans l'embauche d'un stagiaire ou justement rejoindre une entreprise? Alors oui, il y a cette convention-là. En tout cas, il y a une chose qu'il faut absolument éviter, c'est d'embaucher un stagiaire pour pourvoir un emploi durable. Un surcroît d'activité aussi, exactement, peut-être. Ou remplacer un salarié absent. Ça, on voit que les entreprises qui ont tendance à le faire s'exposent en tout cas à une requalification de la convention de stage en contrat de travail. D'ailleurs, est-ce qu'on parle d'embauche de stagiaires? Est-ce que c'est vraiment le terme? On conclut une convention de stage. On conclut. Mais finalement, est-ce qu'au final, si on se retrouve à un petit peu remplacer quelqu'un qui serait parti en cours de route, là aussi, l'entreprise est en faute? Alors, c'est vrai que du coup, on s'expose à cette requalification. Les termes ne sont pas anodins parce que justement, le stagiaire n'est pas salarié. C'est pour ça que je vous parlais d'embauche. Exactement. Le stagiaire n'est pas salarié et à partir de ce moment-là, on voit que c'est un dispositif totalement à part du Code du travail. Il n'est pas du tout soumis à la législation, aux dispositions du Code du travail. C'est pour ça que tout doit être prévu dans la convention de stage, notamment concernant les congés. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'obligations à partir du moment où le stage dépasse 2 mois, notamment de prévoir des congés dans la convention de stage. Et puis aussi une indemnité de stage. Exactement. Ou une gratification. Une gratification qui doit être... Et non un être... salaire. Exactement, une gratification minimale de 15% du plafond, du plancher de sécurité sociale. Et justement, on voit qu'on a des planchers, on a des dispositions qui sont prévues, mais qui sont très floues, notamment concernant les congés payés. Et aujourd'hui, on peut prévoir seulement un jour de congé payé pour chaque stagiaire. Et combien on peut avoir de stagiaires au maximum dans son organisation, dans sa société, son association? On peut faire un pool de stagiaires Et non, justement, parce que ce serait un indice finalement à recourir aux stagiaires pour un besoin structurel. Donc c'est pour ça que le Code du travail, s'il prévoit peu de dispositions, prévoit au moins une limite concernant le nombre de stagiaires dans une entreprise. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, on a 3 stagiaires maximum. En revanche, pour les entreprises de plus de 20 salariés, ça va être 15% de la masse salariale, 15% des effectifs de l'entreprise. Donc tout ça, c'est très encadré comme l'apprentissage finalement. Finalement, on pourrait penser que le stage et l'apprentissage, c'est assez cousinant. Quelle est la différence entre un stagiaire et un apprenti? Est-ce qu'il a les mêmes droits et les mêmes devoirs? Alors en réalité, ce sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que le stagiaire, s'il n'est pas concerné par les dispositions du Code du travail, autant l'apprenti, que ce soit un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage, dans les deux cas, il est pleinement considéré comme un salarié de l'entreprise et donc il va bénéficier des mêmes droits au même titre que les autres salariés de l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, il va bénéficier de ses 5 semaines de congés payés, il va bénéficier de l'intéressement participation, exactement les mêmes droits, mais aussi du coup les mêmes obligations que les autres salariés. Et il ne va pas signer une convention, mais un contrat d'apprentissage. Exactement. Un contrat d'apprentissage qui peut être, ce que je vous disais, un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Aujourd'hui, on a une recrudescence de l'apprentissage depuis, je pense, les années 90, parce que c'est une forme d'emploi qui a le vent en poupe. On se rend compte que les apprentis sont... Forme d'emploi, puis c'est un complément de formation aussi. Exactement. Et c'est pour ça, on se rend compte aujourd'hui que les apprentis sont plus embauchables que les personnes qui n'ont pas fait d'apprentissage. On a finalement des chiffres qui nous démontrent que l'apprentissage favorise le recrutement à l'issue et l'insertion professionnelle de manière générale. Avant de nous quitter, je voulais revenir sur le revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi ni formation qui a été annoncé par le chef de l'État au mois de juillet dernier. Ça va remplacer la garantie jeune.
Quelles seront les conditions pour en bénéficier? Alors pour le moment, on n'a pas beaucoup d'éléments qui ont été exposés par le chef d'État, enfin par Monsieur le Président lors de sa dernière allocution du 12 juillet. Mais effectivement, ça devrait être un dispositif qui va remplacer la garantie jeune. Aujourd'hui, la garantie jeune, elle permet à un étudiant, enfin à un jeune justement qui n'est ni en formation ni en emploi, de bénéficier d'un accompagnement pendant 12 mois et surtout d'une allocation. Et qui a moins de 25 ans? Et qui a moins de 25 ans, qui bénéficie d'une allocation justement. Tout le débat sera notamment autour de cette allocation, du montant de cette allocation qui n'est toujours pas précisé, de la durée de l'accompagnement également. Et c'est la raison pour laquelle... Et peut-être des conditions, hormis le fait d'être sans emploi ni formation, est-ce que c'est conditionné peut-être aux revenus des parents, comme la bourse? Alors justement, l'objectif serait d'assouplir le dispositif de garantie jeune et de faire en sorte d'avoir un dispositif qui soit plus large et qui couvre un maximum de personnes. C'est une manière un petit peu de répondre aux demandes des associations concernant le RSA pour les jeunes. Dont on parlera certainement beaucoup, mais je pense dans les mois à venir, les semaines même à venir, on parlera beaucoup plus largement de ces revenus d'engagement pour les jeunes annoncés par Emmanuel Macron en juillet dernier. Merci beaucoup Clément Estivier. Merci. Vous êtes avocat en droit du travail au sein du cabinet Faro et chargé d'enseignement à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci beaucoup. Le salaire, on le sait, c'est le nerf de la guerre et parfois attendre la fin du mois, ça peut être long. Alors est-ce que l'on peut demander à son employeur un acompte sur salaire? Bonne question. Sybille Aoudjan s'est penchée sur la question. On la retrouve tout de suite pour la pause café.